Donc nous commençons ce matin un mini-cycle de deux conférences sur l'Académie de Platon. C'est un sujet que vous commencez à bien connaître, mais on va le traiter un peu d'une autre manière aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'historique de l'Académie de Platon à Athènes, de sa fondation jusqu'à sa fermeture définitive. Donc ça va couvrir de 387 avant notre ère jusqu'à 529. Et mon objectif ce matin, c'est de vous montrer les transformations qu'a subies l'Académie au fil des scholarques, c'est-à-dire des personnes qui ont assumé la direction, la responsabilité, et aussi au fil des siècles avec l'émergence de nouveaux systèmes philosophiques ou de nouvelles religions. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce matin, l'évolution de l'Académie de Platon, de sa création jusqu'à sa fermeture. Et donc en reprenant ce que je vous ai marqué au tableau, ces grandes périodes, l'ancienne académie, moyenne académie, nouvelle académie, 4e académie, 5e académie, et là j'avais plus de place sur le tableau, mais il y aura encore une continuité avec ce qu'on appelle l'académie néo-platonicienne d'Athènes. Mais on va rester à Athènes aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on partira à Alexandrie et à Florence. À Alexandrie, où ce courant néo-platonicien évidemment va continuer, et puis Florence, où il va y avoir une recréation de l'Académie platonicienne sous l'inspiration de Gémiste Pléton, de Côme de Médicis et de ceux qui vont la faire vivre pendant quelques années, notamment Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, avec tous les artistes, aussi peintres, sculpteurs, architectes qui vont graviter autour. Voilà le programme de ces deux conférences. Alors comme on a beaucoup parlé de l'enseignement de Platon, avec la dialectique, avec le dialogue, et puis avec les dialogues qu'on a déjà étudiés les autres années, là aujourd'hui je prends donc un regard plus historique, avec l'évolution de cette académie. Puisque l'académie de Platon, vous savez, c'est l'école fondée par Platon, en 387 avant Jésus-Christ. Et pourquoi académie ? Ça prend le nom du domaine en fait où elle a été créée, disons pas en centre d'Athènes, mais un peu dans les faubourgs d'Athènes, près du quartier du Céramique. Et c'était une propriété avec des jardins, avec des portiques, dont un jardin qui s'appelait déjà le jardin du héros Académos. Donc voilà, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle cette école qui s'est installée dans ce lieu s'est appelée l'Académie. Vous voyez à quoi parfois ça tient. Et ce sera pareil pour le lycée ou pour le portique des stoïciens. Ça tire son nom du domaine géographique où elle s'installe. Alors on dit que la propriété de Platon, la propriété qu'il va acquérir et qu'il va mettre à disposition de l'école, contient aussi un sanctuaire dédié à la déesse Athéna. Athéna qui était la déesse Polyade, la déesse protectrice de la cité d'Athènes, pour ça que ça s'est appelé Athènes d'ailleurs, puisque c'est Athéna qui a apporté l'olivier, l'olivier sacré au sommet de l'acropole, la butte, la colline de l'acropole. Donc un sanctuaire dédié à la déesse Athéna. Aussi, il avait fait ériger une statue d'Apollon, en l'honneur des muses. Et puis il y avait un gymnase, bien sûr, pour pratiquer la fameuse gymnastique, des salles de cours, des salles d'enseignement, enfin une école évidemment à part entière, avec, comme vous pouvez l'imaginer, une importante bibliothèque.
Alors, lorsque Platon fonde l'Académie en 387, il a 40 ans, et il va diriger cette Académie pendant encore 40 ans, puisqu'il mourra en 347. Donc, il va assurer la direction et principal enseignant de cette école pendant 40 ans. Alors, je rappelle simplement que l'intention initiale de Platon, elle est politique, dans ce sens où, même s'il a abandonné l'ambition d'une carrière politique pour s'adonner à la philosophie, il n'en reste pas moins qu'il croit à la possibilité de changer la vie politique de son époque par l'éducation philosophique. Par l'éducation philosophique et notamment des hommes influents dans la cité, de ceux qui ont des responsabilités politiques. Et pour lui, la tâche de philosophe consiste donc essentiellement à éduquer et aussi à agir. Et effectivement, de nombreux élèves de l'Académie ont joué un rôle politique dans différentes cités, du Péloponnèse et ailleurs, soit comme conseillers de souverains, conseillers de rois, soit comme législateurs, soit encore comme des opposants à la tyrannie. Platon veut doter des hommes politiques d'un savoir supérieur, pense-t-il, à ce que les sophistes pouvaient leur fournir. Donc un savoir qui, d'une part, est fondé sur une méthode rationnelle, rigoureuse. On a vu déjà un petit peu en quoi consistait cet enseignement. Et d'autre part, en reprenant la vision socratique, un enseignement qui est inséparable de l'amour du bien, d'amour de la vertu et de la transformation intérieure que ceci provoque. Donc une autre méthode que celle des sophistes, un autre enseignement, et surtout cette recherche ininterrompue d'un peu plus de vérité, d'un peu plus de bien, donc aussi de beau, de bon et de juste dans l'homme et dans la société, dans la cité, puisque pour Platon et les philosophes de cette époque, comme je le rappelle souvent, micro, méso et macrocosme sont en lien. Le microcosme, c'est l'individu, le mésocosme, c'est le monde intermédiaire, c'est celui de la cité, le monde politique, et le macrocosme, c'est l'univers tout entier. C'est-à-dire ce sont trois cosmos qui sont vraiment reliés entre eux. Et avec ce monde intermédiaire de la cité, ce monde intermédiaire du mésocosme, de la police, qui est essentiel pour créer le lien entre micro et macro. Il ne veut pas donc seulement former d'habiles hommes d'État, il veut aussi et surtout former des hommes et des femmes, puisque déjà à son époque, en Antiquité, on regardait comme quelque chose d'assez significatif le fait qu'il y ait des femmes à l'école, à l'Académie de Platon. Alors il y en a deux qui sont devenues plus célèbres que les autres, célèbres, ça reste encore tout à fait relatif, mais c'est comme d'autres disciples qui n'ont pas forcément passé masculins, qui ne sont pas forcément passés à la postérité. Axiotea, on parle parfois d'Axiotea et de l'Asténéia, deux femmes disciples de Platon. Alors, comme dit Pierre Hadot, c'est probablement l'éthique du dialogue qui explique la liberté de pensée qui règne dans l'Académie. Puisque, comme on va le voir, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de controverses et beaucoup d'avis divergents sur les bases de l'enseignement. Donc des discussions, des controverses intenses entre les membres de l'école et qui ont laissé des traces, dont on a des témoignages. C'est ce qu'on verra largement lors de cette évocation historique.
Donc ces témoignages, ces traces, on en a, les a dans les dialogues même de Platon, hein, on voit des gens qui ne sont pas forcément d'accord, dans les témoignages d'Aristote, mais aussi on va avoir des témoignages plus tardifs, comme ceux de Diogène Laërce, hein, des preuves, des âpres discussions qui pouvaient se tenir au sein de l'Académie. Comme le dit Hadot, nous pouvons en conclure, à la fin de son ouvrage, il dit cela, sur qu'est-ce que la philosophie antique, nous pouvons en conclure que l'Académie était un lieu de libre discussion et qu'il n'y existait pas d'orthodoxie d'école ni de dogmatisme. Et là, je crois qu'il faut le relier à cette éthique très très importante léguée par Socrate, du dialogue, de la discussion, qu'on cherche ensemble, et que de toute façon, toute certitude ou toute opinion mérite d'être passée au crible, hein, de l'argumentation, de la contre-argumentation, de ne rien accepter, hein, comme certitude ou conviction sans l'avoir éprouvé, hein, sans l'avoir vraiment confronté. Et pour reprendre une expression de Luc Brisson, que j'aime quand même bien, hein, malgré ce que j'ai dit la semaine dernière, il s'agissait surtout d'apprendre à vivre de façon philosophique. Apprendre à vivre de façon philosophique dans une volonté commune de pratiquer une recherche désintéressée. Voilà. Donc, petit rappel, hein, chose que vous connaissez déjà, pour servir d'introduction à cette histoire de l'Académie que l'on connaît pas forcément. Et je pense que la plupart des noms que j'ai inscrits au tableau sont largement inconnus. Alors que, c'était des gens à l'époque quand même célèbres. Alors, on compte chronologiquement soit 2, soit 3, soit 5 académies. Ça dépend des critères. Certains vous diront, il y en a 2, il y a l'ancienne et la nouvelle. C'est-à-dire, il y a l'ancienne académie, celle fondée par Platon, et ses disciples directs qu'on va étudier, Speusippe, Xénocrate et Polémon. Et puis à partir du fameux Arcésilas, on passe à autre chose, et c'est donc tout ce qui vient à partir de là, c'est la nouvelle académie. Donc ça, je vous le dis parce que c'est quelque chose que vous pourrez lire, de placer la nouvelle académie là où moi je place la moyenne. En disant, il y a l'ancien, hein, la nouvelle, en étant assez restrictif sur l'ancienne et par contre assez globalisant, hein, pour la nouvelle. Bon. En général, quand même, on distingue 3, comme je l'ai fait là, l'ancienne, la moyenne et la nouvelle. Parce qu'il va y avoir quand même des changements entre la moyenne et la nouvelle. Avec le fameux Arcésilas qui va jouer un rôle très important. Et puis on peut aller encore plus loin en disant, mais il n'y en a pas que 3, il y en a 4, et quand on dit 4, en général on dit 5, avec une sorte de renouveau qui va se passer beaucoup plus tard, avec Philon de Larissa, dont on dit qu'il était recteur ou scolarque de la 4e académie, et Antiochus d'Ascalon avec la 5e. Donc, on peut dire qu'il y a 5 académies, et là-dessus, je cite un historien qui va beaucoup nous aider pour connaître l'histoire de ce mouvement. C'est un historien grec du nom latinisé de Sextus Empiricus. Sextus Empiricus, historien, qui va beaucoup s'intéresser donc à l'histoire de ces mouvements philosophiques de l'Antiquité, et qui va nous dire, il y a eu, là je le cite, 3 académies. L'une
la plus ancienne, celle des partisans de Platon. La deuxième, la moyenne, celle des partisans d'Arcésilas, l'élève de Polémon. La troisième, la nouvelle, celle des partisans de Carnéade et de Clitomaque. Je ne sais pas indiqué Clitomaque, mais c'est dans la lignée de Carnéade. Certains en ajoutent une quatrième. Déjà à son époque, certains en ajoutent une quatrième, celle des partisans de Philon de Larissa et de Charmidas. D'autres en ajoutent même une cinquième, celle des partisans d'Antiochus d'Ascalon. Voilà ce qu'il écrit dans les esquisses pyrrhoniennes. Donc moi je reprends ce que dit Sextus Empiricus et on va étudier les 5 académies. Et sachant qu'il va y avoir une renaissance encore plus tardive avec Proclus, c'est ceux que je n'ai pas eu la place de noter, Proclus et Damascus, qui font partie là de l'école néo-platonicienne d'Athènes et qui vont connaître donc la fin de l'académie de Platon, donc au VIe siècle. Voilà. Alors, la première académie ou ancienne académie, c'est donc l'académie fondée par Platon et c'est l'école de ses disciples immédiats, ceux qui l'ont connu physiquement. Donc ils sont quand même assez nombreux à être connus. Il y a bien sûr Aristote, mais il y a aussi Héraclide d'Upont, Eudoxe de Cnide, et puis surtout, ce dont on va parler là, Speusippe, Xénocrate et Polémon. Je vais parler surtout de ceux-là parce que ce sont eux qui ont pris la succession à la tête de l'académie, dans ce qu'on appelle des scholarques, c'est-à-dire des recteurs d'académie, on dit aujourd'hui. C'est eux qui succédaient donc à Platon à la tête de l'académie et dont on a un peu plus de traces au niveau des enseignements que des autres. On n'a malheureusement que de rares fragments de leurs œuvres, puisque la plupart ont écrit des œuvres, mais peu de choses nous sont parvenues. On a surtout des témoignages de ce qu'ils enseignaient. Donc là encore, on va se baser sur beaucoup d'enseignements oraux. Donc, on va étudier ce que l'on peut reconstituer avec beaucoup de prudence des enseignements de Speusippe et Xénocrate, parce que pour Polémon, on a vraiment peu de choses, puisque, étant à la tête de l'institution, c'est sûr qu'ils ont pu orienter, avoir plus d'influence sur l'orientation de l'enseignement que les simples membres ou élèves ou disciples de l'école. Alors on va commencer par Speusippe. Peut-être c'est le plus connu. Speusippe. Non. Speusippe, il est souvent cité parce que à la mort de Platon en 347 se posait la question de qui allait lui succéder. Et Platon avait anticipé ce fait et il avait désigné Speusippe, son neveu, comme son successeur. De Platon ? De Platon. Neveu de Platon, et ça va être son successeur. Le premier successeur aux grandes dames d'autres qui auraient bien pris la place. Donc, par exemple, un certain Aristote. Et que peut-être, comme il n'avait pas été choisi, des histoires de succession, ça existe depuis que l'homme est homme. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est allé fonder le lycée. Parce qu'une solution, c'est toujours de créer, pas un nouveau parti, mais une nouvelle école. Et que s'il avait été choisi comme successeur de l'académie, peut-être là, franchement, l'histoire de la philosophie occidentale aurait peut-être été radicalement différente. À quoi ça tient ? C'est fou, Parce qu'il aurait peut-être été finalement plus platonicien
et ça aurait bouleversé la philosophie médiévale. Enfin bon, ça serait intéressant de réécrire, hein, comme certains le font maintenant dans les romans. On remonte en arrière et on dit, ben voilà, c'est Aristote qui prend la succession de Platon à la tête de l'Académie. Qu'est-ce qui se serait passé, hein? Comment ça s'appelle son école, Aristote? Le lycée. Le lycée. Alors, Speusippe est donc le premier successeur de Platon à la tête de l'Académie, et il le restera jusqu'à sa mort. Il le restera pendant 8 ans, hein, donc une période relativement courte. Et c'est grâce au témoignage d'Aristote dans la métaphysique qu'on peut reconstituer les grandes lignes de sa conception du réel, qui est une conception qui reprend, comme vous allez le voir, en grande partie ce que l'on a vu la semaine dernière sur l'enseignement oral de Platon. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il reprend une des formes du système, hein, imaginé par Platon. Donc, comme principe, il situe l'unité indifférenciée, hein, donc au sommet, vous voulez, du processus en cascade, l'unité indifférenciée, puis la série transcendante des nombres mathématiques. Donc il va reprendre le concept d'idées-nombres, les idées-nombres mathématiques, mais qui sont relativement, ça on l'a vu la semaine dernière, qualitatives et statiques. Et ensuite on a les figures géométriques. Donc là on passe dans une vision spatiale, hein, à 3 dimensions, les figures géométriques transcendantes, ensuite les figures en mouvement. Donc il y a un moment donné où arrive le mouvement, on n'est plus dans un domaine statique de principes et d'idées, mais le mouvement, et c'est là où il situe les âmes, donc comme des figures géométriques en mouvement, et enfin les corps sensibles. Chaque degré, dans la vision de Speusippe, apporte une notion nouvelle. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'unité, ensuite on va avoir la multiplicité, avec les idées-nombres et les nombres transcendants. Ensuite, avec les figures géométriques, on a l'idée d'extension, ou le principe d'extension, c'est-à-dire que là, on voit les choses développées dans l'espace. Avec les âmes, on a le mouvement. Donc, qui dit mouvement, on dit que là, on rentre dans le temps, dans le rythme. Donc, on n'a plus simplement l'espace, mais on a l'espace-temps. Et enfin, les corps. Avec les corps, se rajoute le concept de substance ou de matière. Donc, il y a un processus de cascade, hein, d'émanation, hein, ou de descente, mais en même temps, à chaque niveau, à chaque étape, il y a un concept qui se rajoute. La multiplicité, l'espace, le mouvement et la matière. En tout cas, ça se rajoute dans l'expression concrète des choses. Et c'est pourquoi Aristote va qui peut critiquer cette vision de Speusippe, parce qu'il lui reproche de concevoir un univers épisodique, c'est-à-dire un univers à épisodes, à étapes ou à épisodes, c'est-à-dire constitué de paliers qui présentent des caractères nouveaux par rapport aux paliers antérieurs. Et ça, Aristote, qui probablement à cette époque est encore assez platonicien, n'est pas d'accord avec cet ajout, hein, ou ces nouveautés, hein, ou pseudo-nouveautés, ces nouveautés qui arrivent à chaque étape. Dans cet univers de Speusippe, par exemple, la beauté et la bonté n'apparaissent que postérieurement avec le progrès de la nature, dit Aristote. C'est-à-dire qu'on descend un peu plus vers la nature concrète, la nature manifestée, la nature sensible, et donc la beauté, la bonté, donc le beau et le bon, n'apparaissent qu'au milieu, hein, du processus, mais ne sont pas au début. En tout cas, ils ne sont pas aussi haut placés
que chez Platon. En effet, dira Aristote, la beauté ne fait son apparition qu'avec les proportions mathématiques. Ça, c'est intéressant. La beauté ne fait son apparition qu'avec les proportions mathématiques. C'est-à-dire que est beau quelque chose qui est bien proportionné, qui a de belles proportions, des proportions harmonieuses. Et que cette notion de proportion, elle vient quand on met les grandeurs mathématiques en relation les unes avec les autres. Ce qui n'est pas le cas au début du processus décrit par Speusippe. La beauté ne fait son apparition qu'avec les proportions mathématiques, la notion de relation, de proportion, ce qui est assez logique. Oui, c'est ce que dit Aristote de ce qu'il sait de Speusippe. Et il dit la bonté, elle arrive très tard avec le mouvement de l'âme, puisque la bonté est quelque chose qui est éprouvé par l'âme, donc elle n'arrive qu'avec le mouvement. Alors que chez Platon, on peut imaginer que la beauté et la bonté, le beau et le bon, sont presque au niveau des idées, ou les fameuses idées nombres, mais beaucoup plus proches de l'unité primordiale. Alors, je vous indique ça peut paraître un peu aride comme discussion, mais il faut bien se rendre compte que c'est dans toute l'histoire de l'académie, mais aussi des autres courants philosophiques, comme le scepticisme, qu'on verra tout à l'heure, ou le stoïcisme, ce sont les questions de l'époque. Comment peut-on décrire le réel ? Que peut-on connaître du réel ? Enfin, le mode de connaissance, et de savoir où on place telle ou telle chose. C'est ça, les grands questionnements philosophiques, qui seront repris par les théologiens chrétiens, qui vont eux aussi expliquer où se situent les anges, les démons, enfin, dans toute cette hiérarchie en fait du réel qui nous mène du monde divin, du plus métaphysique, jusqu'au monde concret. Il s'agit bien de métaphysique, de structure du réel, et donc aussi de mode de connaissance. Jusqu'où peut-on connaître ? Et c'est les questions qui vont agiter tout le monde philosophique, y compris jusqu'à aujourd'hui, parce que même avec la philosophie moderne, on va se reposer la question de qu'est-ce qu'on peut connaître ? Je pense, donc je suis, la pensée c'est quoi ? La raison, c'est la même chose. Depuis, on peut dire, les pré-socratiques, on se pose toujours les mêmes questions. Et là, les modifications ou les réorientations de l'enseignement ou des écoles sont basées là-dessus, c'est-à-dire, par exemple, le beau et le bon, la beauté, la bonté, où est-ce que ça se situe, où est-ce que ça apparaît, est-ce que c'est déjà en principe dès le début, ou est-ce que ça n'apparaît qu'à un moment donné, à ce moment-là il y a quelque chose qui se rajoute, ça veut dire qu'il n'y a pas tout dès le départ, ça veut dire que s'il y a une expression divine au départ, elle n'est pas toute puissante, vous voyez, ce type de questions. C'est les questions métaphysiques, mais qui sont les questions de l'époque et en fait reprises sans arrêt jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on avait vu avec Wittgenstein, un philosophe contemporain, le problème des nombres, idées nombres, c'est toujours d'actualité. Donc voilà, pour Speusippe, probablement donc un ancrage évidemment dans l'enseignement platonicien, probablement dans cet enseignement oral platonicien, avec peut-être, parce qu'on n'est pas sûr non plus, de quelques ajustements sur la place, notamment des idées du beau, du bon et du juste, qui apparaissent probablement un tout petit peu plus tard que dans la vision platonicienne, y compris orale. Ça va ? Alors,
Ensuite, on a Xénocrate. Alors, Xénocrate, c'est intéressant aussi pour comprendre un peu la porosité aussi des systèmes et des courants à l'époque. À la mort de Platon, Xénocrate devient disciple d'Aristote. Et il va suivre l'enseignement d'Aristote, il va rester avec lui pendant pratiquement 5 ans. Et à la mort de Speusippe, donc en 339, lorsque Speusippe meurt, 339, eh bien c'est Xénocrate qui est élu, parce que c'est Scolarque qui était élu par un collège, disons, d'élèves. C'est Xénocrate qui est élu Scolarque de l'Académie, alors que, en fait, il est autant disciple de Platon que d'Aristote. Tout ça pour comprendre qu'à l'époque, cette distinction Platon-Aristote, elle était évidemment pas du tout aussi importante qu'elle peut l'être aujourd'hui. Et encore une fois, Aristote, donc, n'est pas élu. C'est Xénocrate qui lui est préféré. Et tous les anciens vont louer le caractère, le bon caractère, l'indépendance de pensée, la douceur, parfois aussi l'austérité de Xénocrate, qui va donc être scolarque de l'Académie pendant 25 ans. Donc là, quand même, pendant une période assez importante. Alors, comme Speusippe, il va se référer à l'enseignement oral de Platon. Donc, on dit parfois, de manière un peu raccourcie, c'est un platonicien pythagorisant, parce que comme on l'avait vu, dans cet enseignement oral de Platon, il y a des éléments qu'on peut considérer pythagorisants, venant de Pythagore. Et il va proposer, lui aussi, une explication du réel qui présente beaucoup d'analogies avec celle de Speusippe. On y retrouve les idées nombres, l'âme et les corps dans une succession hiérarchique. Donc, grosso modo, idées, enfin, il y a l'un qui chapeaute tout, ou le bien en soi, les idées nombres, les âmes et les corps. Mais la différence qu'on peut imaginer avec Speusippe, c'est que Xénocrate ne fait pas du beau et du bien des termes ultérieurs du développement de la nature. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a été formé par Aristote, qui était gêné par ce développement assez tardif, ou cette émergence assez tardive du beau et du bon. Et donc, pour Xénocrate, le beau et le bon sont antérieurs, c'est-à-dire sont au niveau des idées nombres, en tout cas au moins le beau et le bon, c'est-à-dire en tant que vraiment principes primordiaux. Comme dit Xénocrate, il faut assigner à chaque être sa place dans le monde. Voilà. Ce que je vous disais comme étant le questionnement philosophique essentiel. Assigner à chaque être sa place dans le monde, traitant pareillement des choses sensibles, donc des choses matérielles, concrètes, des objets intelligibles ou mathématiques, mais aussi des choses divines elles-mêmes. Donc comment on place, dans quelle hiérarchie ou absence de hiérarchie, ce qui sera le cas des stoïciens par exemple, où il y a beaucoup moins, voire presque plus du tout de hiérarchie entre le divin, l'intelligible et le sensible, où tout est imprégné, enfin il y a une sorte de coexistence de tous les plans, dans un tout organique. Mais dans les visions platoniciennes et aristotéliciennes, et ensuite néoplatoniciennes, ce qui sera repris donc par les religions monothéistes, il y a vraiment une hiérarchie du réel. C'est-à-dire que tout n'est pas sur le même plan. Donc, grosso modo, il y a le divin, il y a le monde intelligible et le monde sensible. De manière très schématique. Xénocrate dit que les réalités intelligibles ne résident que dans les choses mathématiques.
Donc il reprend cette idée, cette importance des idées nombres, des mathématiques. Et il va donner cette définition de l'idée qu'il va appeler forme intelligible, ce qui est une jolie expression, idée ou forme intelligible, c'est-à-dire forme que l'on peut capter par l'intelligence, par le logos. Il va dire l'idée est la cause qui sert de modèle aux objets dont la constitution est inscrite de toute éternité dans la nature. Je vais répéter, parce que là, il résout un peu le problème posé par Speusippe. Il dit, l'idée est la cause qui sert de modèle aux objets dont la constitution est inscrite de toute éternité dans la nature. L'idée est la cause qui sert de modèle aux objets dont la constitution est inscrite de toute éternité dans la nature. Et ça, c'est ce qui est discuté aujourd'hui par rapport à tous les scientifiques, les physiciens, les biologistes qui étudient les théories de Darwin sur l'évolution et comment aujourd'hui certaines découvertes confirment certains aspects de la théorie darwinienne et en infirment d'autres. Là, vous voyez, la deuxième partie de la phrase est très importante. De modèles aux objets dont la constitution est inscrite de toute éternité dans la nature. C'est-à-dire qu'en fait, tout existerait dès le départ, au moins en tant que programme ou constitution idéale ou principielle, si vous voulez, en tant que principe. Et qu'ensuite, bien sûr, il y a des choses qui vont s'incarner dans le plan concret, d'une certaine manière ou d'une autre, ou des espèces qui vont disparaître, ou d'autres qui vont surgir, mais que tout serait inscrit de toute éternité dans la nature. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'expression, au niveau du développement de la nature, tout est écrit. Mais au niveau des programmes, donc au niveau des principes ou des archétypes, tout existerait déjà dès le départ. Et ce n'est qu'ensuite qu'une sorte de rencontre entre ce programme interne et l'environnement extérieur qui fait qu'il y a certaines choses qui se développent ou pas, ou des espèces qui disparaissent, ou des espèces nouvelles qui apparaissent, mais que dans le programme initial, ça serait inscrit de toute éternité dans la nature. Donc ce qui apparaît, là ce que dit Xénocrate par rapport à Speusippe, s'il y a des choses qui apparaissent en cours de route, c'est dans leur expression concrète, mais en tant que principe, ça existait déjà. Donc, vous voyez, de manière un peu schématique, les deux visions qui s'opposent. Soit tout existe depuis le départ, mais c'est comme un peu, c'est lyophilisé, quoi, et après il faut le mettre dans l'eau pour que ça se développe, mais tout est là de toute éternité dans la nature, donc il n'y a rien à inventer, tout est là. Et même si, au fur et à mesure du développement et de l'expression, il y a évidemment plein d'inconnus. Et puis, ceux qui disent, non, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Et bon là c'est une question métaphysique, mais qui est exactement la question que la science se pose aujourd'hui. Sur l'existence de programmes. Ça s'applique à l'homme, ça ? Ah mais complètement. Ça s'applique à toute la nature. Et l'homme fait partie de la nature. Pareil, je vous donne simplement un exemple. Là je ne veux pas refaire Darwin, mais un exemple qui aujourd'hui est découvert. C'est sur le bipédisme. La bipédie. Le fait que l'homme, pour montrer que ça concerne l'homme, marche sur deux pieds, et debout.
Maintenant, il y a de plus en plus de recherches qui disent que le bipédisme est en fait dans le programme de l'homme depuis le début. C'est-à-dire que l'homme a toujours marché debout, a toujours été debout. Ce qui vient infirmer les schémas qu'on a encore parfois dans les manuels scolaires, du singe et qui se relève. Bon, ça, apparemment, c'est terminé. Et que ce n'est pas forcément parce qu'il fallait attraper des choses hautes pour se nourrir que l'homme s'est mis debout. Parce que ça veut dire que c'est l'environnement qui crée la fonction. Et là, on dit non, il y a le programme bipédie, ou bipédisme, est là depuis le début. Donc, que le fait de devoir se lever pour assurer sa nourriture et activer quelque chose ou accélérer un processus, peut-être, mais il n'est pas à l'origine de la mise debout de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est révolutionnaire. Ça veut dire que la filiation homme-singe, elle n'est pas dans le sens qu'on l'apprend, qui n'était pas d'ailleurs ce que Darwin disait, parce qu'on a beaucoup caricaturé aussi la vision de Darwin. Bon, ça c'est un exemple, c'est-à-dire que le bipédisme serait, dans la constitution, pour reprendre les termes de Xénocrate, inscrite de toute éternité dans le programme homme. C'est un exemple. Que fait l'idée là-dedans? Si la constitution est inscrite, que fait l'idée? C'est un support. On voit très bien l'idée. Le modèle d'une part et la constitution inscrite d'autre part. C'est pareil, modèle et constitution, c'est synonyme. C'est l'idée et la cause qui sert de modèle, donc idée, cause, modèle, tout ça c'est sur le même plan, dont la constitution, c'est-à-dire dont la structure est inscrite de toute éternité dans la nature. Constitution, oui, c'est le programme, la structure, l'ADN, on peut dire la structure interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinomie entre Darwin et cette idée. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nouvelles découvertes qui confirment certaines intuitions de Darwin. Simplement, ça ne fait plus de la sélection naturelle le seul outil d'évolution. Et surtout, ce que les derniers développements de l'anthropologie montrent aussi, ce qui est passionnant, c'est que les idées de coopération et de solidarité entre les espèces sont souvent plus prégnantes que les attitudes de guerre et de lutte, puisque vous savez, dans Darwin, il y a quand même cette idée que c'est le plus fort qui gagne, que c'est le plus intelligent, celui qui s'adapte, et le plus fort qui survit. Bon, et ça met en évidence un peu les conflits, les guerres, dans la loi de la jungle, ce qu'on dit communément. Et il semblerait que c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature et dans les espèces, y compris animales, mais ça concerne l'homme aussi, des phénomènes de solidarité et d'entraide qui expliquent aussi l'évolution des espèces, peut-être encore plus, en tout cas au moins autant que les destructions, que la struggle for life, c'est-à-dire la lutte pour la vie. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, en fait, et ça c'est Kremer, un de ceux dont on a parlé la semaine dernière, qui dit que les systèmes de Speusippe et de Xénocrate ont fourni, c'est-à-dire toute cette réflexion-là que je viens de vous évoquer, ont fourni à toute la tradition de la philosophie grecque sa problématique physique et théologique. C'est-à-dire que, dans la continuité vraiment de Platon, ils vont asseoir les fondements philosophiques, théologiques, de toute la philosophie occidentale et au-delà. On doit aussi à Xénocrate une nouvelle notion qui n'était pas trop développée jusqu'alors et qui va faire florès après,
la notion de daimon. La notion de daimon, qui était surtout utilisée par Socrate, hein, vous savez, qui avait son daimon, c'est-à-dire cette petite voix qui lui disait ce qu'il ne fallait pas faire. Et avec Xénocrate, qui va développer cette notion de daimon en disant qu'il y a les bons daimons et les mauvais daimons, ce qui est nouveau hein, par rapport à ce qui se disait avant, ça va être à l'origine de toute une démonologie qui sera repris plus tard par la théologie chrétienne avec les démons, puisque daimon va devenir démon, avec vraiment une transformation hein, du concept, et avec les bons démons et les mauvais démons, une sorte de manichéisme là. Voilà. Et donc il va y avoir de ce point de vue une continuité, et c'est quelque part Xénocrate qui va élargir cette notion de daimon, et qui va devenir donc la base de ce qu'on appelle la démonologie, c'est-à-dire l'étude des démons. Et avec une notion évidemment assez négative hein, par rapport à ce mot qui va apparaître. Et ça va jouer un rôle important dans la vie morale, hein, donc à la fin de l'Antiquité, avec ce passage au christianisme. Alors, Polémon, j'en dirai pas grand-chose parce qu'on ne sait vraiment pas grand-chose de lui, sauf qu'il est le 3e scolarque, c'est-à-dire qu'il succède à Xénocrate en 315. Alors, ça, c'est ce qui constitue donc le cœur de l'ancienne académie, c'est-à-dire 3 scolarques, 3 successeurs, qui vont reprendre, développer, disons, bon, évidemment un peu aménagés, mais qui vont rester quand même dans la droite ligne de l'enseignement platonicien. Il n'y a pas de grande révolution à bord, ça va durer donc à peu près 30 ans. Et après, il va en aller tout autrement, avec ce qu'on appelle la moyenne académie, fondée par Arcésilas. Alors, quand je dis fondée, c'est toujours la même institution, simplement, voilà, hein, elle va être un petit peu rénovée. Arcésilas devient scolarque vers 268 avant Jésus-Christ, et c'est un philosophe qui n'a rien écrit et qui va, de manière assez claire, vouloir revenir à l'enseignement de Socrate. C'est pour ça qu'il tient aussi à la tradition orale et qu'il n'écrit rien. Alors, cet Arcésilas, donc recteur de la moyenne académie, va revenir à Socrate et aux doutes socratiques, mais surtout, il va orienter l'académie en direction de ce qu'on appelle le scepticisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va donc donner une orientation sceptique, clairement sceptique, à l'académie, pour lutter contre les stoïciens. Alors, ce qui est intéressant à cette époque, c'est que nous avons donc 2 autres courants qui sont en train de naître ou se développer. C'est le scepticisme, les sceptiques, hein, fondés par Pyrrhon, donc 4e, 3e siècle, hein, c'est tout ça est contemporain, et le stoïcisme, fondé par Zénon de Citium, à peu près dans les mêmes périodes. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Arcésilas va donner une nouvelle orientation à l'académie, en voulant revenir à Socrate, au doute socratique, mais il va pousser le doute très loin, plus loin que le faisait Socrate. Il va le pousser aussi loin que les plus extrêmes des sceptiques. Et en ce faisant, il veut lutter contre le développement qui est en train de voir le jour du courant stoïcien. Donc c'est intéressant de voir comment l'enseignement de l'académie va être
orienté ou réorienté en fonction d'un environnement qui change, avec la présence de ces deux nouveaux courants, sceptiques et stoïciens, auxquels il va falloir répondre. Et ça va changer assez radicalement le cours de l'académie, aussi bien pour la moyenne académie qu'avec la nouvelle académie, puisqu'avec Carnéade, on aura aussi, un peu dans le courant d'Arcésilas, un aspect sceptique assez important. Donc là, il y a vraiment une coloration sceptique, du doute, beaucoup plus importante qu'avant. Alors, là, je cite certains historiens de la philosophie antique qui disent ceci. Léon Robin, il dit « C'est à Socrate qu'Arcésilas veut revenir ». Donc, c'est même plus Platon, on revient à Socrate. Mais dans quel sens ? Dans l'image qu'il s'en fait, la dialectique critique et l'affirmation de l'ignorance tiennent la première place. À ses interlocuteurs, il demande leur avis, il engage un entretien vivant. Ce n'est pas l'autorité du maître, c'est leur raison qui doit les guider. Ces réponses sont elles-mêmes de nouvelles questions. C'est-à-dire qu'Arcésilas veut revenir au dialogue, enfin à la mise en questionnement de tout, donc le fameux doute socratique. Mais on verra qu'il sera encore plus socratique que Socrate. C'est souvent comme ça, quand on veut revenir, plus royaliste que le roi. Comment ? On est quand même en pleine dialectique. Oui, mais vous allez voir, ça va quand même changer les choses. Diogène Laërce dit « Arcésilas est le fondateur de la moyenne académie. Il énonce les démonstrations par les contradictions, tente de discuter du pour et du contre, fait prévaloir le dialogue platonicien et pratique constamment la controverse par les demandes et les réponses. » Donc lui, c'est un grand praticien du dialogue socratique. Et donc, pour ça, Diogène Laërce nous dit qu'il y a en fait une continuité entre la méthode socratique et la dialectique d'Arcésilas, puisque, au fond, Socrate ne s'est jamais inscrit en faux contre le doute. Au contraire, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, donc bon. Mais je crois qu'il y a quand même une différence de taille entre le doute socratique, c'est le doute de Socrate, et le doute d'Arcésilas. C'est-à-dire que Arcésilas pousse le doute vraiment jusqu'à un extrême auquel Socrate ne l'avait pas forcément poussé. Puisque Socrate exprime la difficulté de connaître. Arcésilas va affirmer l'impossibilité de connaître. C'est pas tout à fait pareil. L'impossibilité de connaître, et ça, c'est une influence directe des sceptiques. Et on dit qu'Arcésilas est à l'origine de cette fameuse notion d'époquée, c'est-à-dire la suspension du jugement. Comme on ne peut pas connaître, la seule chose qu'on peut faire, c'est de suspendre son jugement, c'est-à-dire de s'interdire tout jugement, toute affirmation. Donc ça, c'est évidemment très, très, très fort. Donc sa méthode, c'est vrai qu'elle est d'inspiration socratique, mais il va pousser l'examen socratique jusqu'à ses extrêmes, comme l'a fait Pyrrhon, le fondateur du scepticisme. Dans la mesure où, très souvent, le dialogue engagé ne peut pas aboutir, nous sommes incapables d'assurer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il revient à l'aporie.
Hein, c'est-à-dire, bon, voilà, on est dans une impasse, on ne peut dire ni une chose ni une autre. Même si on développe les arguments pour, les arguments contre, à la fin, on ne peut pas trancher. Donc, ce qui me semble, moi, c'est qu'Arcésilas, il est effectivement plus socratique que platonicien. Puisqu'à ce moment-là, vous voyez, toute cette hiérarchie du réel qu'on a vue jusqu'avant, bon, elle devient quand même un peu relative. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins certaine, c'est beaucoup moins une affirmation qu'une hypothèse. Et que, en fait, là, il pousse vraiment le doute jusqu'à son extrême, disons, limite. Donc, cette nouvelle orientation de l'académie, ça, c'est l'orientation de la moyenne et la nouvelle académie. Donc, on revient à la méthode socratique, mais on épouse la vision des sceptiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est un outil, c'est une arme de guerre contre les stoïciens. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie aussi politico-philosophique, c'est-à-dire que les stoïciens commencent à se développer, avec Zénon, avec Chrysippe, il y a de plus en plus de gens qui suivent l'enseignement des stoïciens, et les stoïciens, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vision très affirmée de ce qu'est le réel, de ce qu'est l'univers, de ce qu'est ce grand organisme vivant, de ce qu'est la providence, de ce qu'est le destin. Bon, eux, ils ne doutent pas. Et donc, les principales critiques d'Arcésilas et des académiciens de l'époque, c'est d'aller contre ces affirmations des stoïciens, en leur disant, bon, on ne peut pas distinguer une représentation fausse d'une représentation vraie, parce que ça, c'était le grand argument des stoïciens, que grâce à la raison, on peut passer d'une représentation fausse à une représentation vraie. Par le fait de dépouiller le jugement de tout ce qui peut être affect, tout ce qui n'a rien à y faire, ce qui va faire ensuite le grand succès des stoïciens qui disent, bon, on ne peut pas agir sur ce qui nous arrive, par contre, là où l'homme a un espace de liberté, une marge de manœuvre, c'est sur la représentation qu'il a de ce qui lui arrive. Et là, il peut effectivement passer d'une représentation erronée à une représentation plus vraie. Ce qui veut dire qu'il y a une distinction entre une représentation fausse et une représentation vraie. Puisque suspension du jugement et doute. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment des pierres lancées dans le jardin de Zénon. Et on verra que Carnéade, son successeur, lui, il va attaquer Chrysippe, c'est-à-dire il va attaquer le disciple de Zénon. Donc là, il y a vraiment une lutte sur comment peut-on se représenter le réel et qu'est-ce qu'on peut connaître du réel. Qu'est-ce qu'on peut connaître du réel ? Donc, ça c'est intéressant, cette époque d'Arcésilas. On revient, on pousse à l'extrême le doute socratique, donc on colore l'enseignement platonicien de scepticisme, et on lutte par là même contre le stoïcisme. Donc pour Arcésilas, évidemment, on a un écart énorme avec le platonisme d'origine. Moi, ce qui me frappe, c'est que ça se passe 50-60 ans après la mort de Platon. Ça va vite, hein ? Et Platon, c'est quand même pas n'importe qui. Pour dire que il y avait vraiment ce que j'appelle parfois la porosité, c'est pour faire comprendre, vraiment des passerelles, des cloisons poreuses entre les différents courants philosophiques de l'époque. Les sceptiques, les stoïciens, les aristotéliciens, les platoniciens,
tout ça vraiment pour comprendre qu'on n'a pas de dogme vraiment figé, et qu'il y a même des platoniciens qui vont être séduits par les stoïciens. Ça, c'est plus tard, un peu plus tard, où certains platoniciens, académiciens, essaieront de faire la synthèse avec les stoïciens. Non, ceux qui ont combattu quelques siècles avant, finalement, on va essayer d'en faire les synthèses. Dire que vraiment, il faut rester très, très tranquille, très prudent sur ces querelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Arcésilas, tout est ténèbres, tout est opaque, il n'existe aucune porte de sortie, donc on ne peut rien connaître. Et donc, confronté aux limites de la raison, il est inutile de dogmatiser. Donc, ils vont accuser, il va accuser les stoïciens d'être des dogmatiques. Évidemment, les dogmatiques, c'est toujours les autres, bien sûr. Et ils vont dire aussi que les épicuriens, parce qu'il y a aussi des épicuriens qui sont là, qui eux affirment que les dieux vivent bien heureux dans l'intermonde. Bon, tout ça ne sert à rien puisque ça n'apporte rien de plus à la condition humaine. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que déjà avec Arcésilas, on a une certaine forme d'agnosticisme, c'est-à-dire que toutes ces réflexions sur la métaphysique, sur les dieux, toutes ces pseudo-certitudes, finalement, n'enrichissent pas forcément la condition humaine, donc on peut s'en passer. Donc il y a déjà une réflexion extrêmement radicale sur l'existence de ce monde transcendant. Certainement. Avec Arcésilas, avec Speusippe et Xénocrate, ils ont peut-être pas tout compris, mais ça va. Mais là, je pense que ça a dû lui faire un choc. Oui. Ouais. Il y a une rupture, oui. Il y a une rupture. On va faire la pause là. Donc là, nous passons à la Nouvelle Académie avec Carnéade. Et Carnéade, là, c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ses dates, c'est 214-129 avant Jésus-Christ. Et il va être le successeur d'Arcésilas à partir de 186 avant Jésus-Christ. Donc Carnéade, c'est le plus connu de la Nouvelle Académie. Et il va être un des disciples, mais des disciples un peu combattants, du grand stoïcien Chrysippe. Donc, comme on a vu tout à l'heure, Arcésilas luttait contre Zénon. Là, la génération suivante, Carnéade va s'inscrire en faux contre certains enseignements du stoïcien Chrysippe. Alors, on connaît peu de choses de sa vie, Carnéade, sauf qu'il est mort âgé, comme beaucoup de philosophes de cette époque, 80... voire plus. Alors Cicéron dit de Carnéade qu'il avait une vivacité d'esprit incroyable, une promptitude et une sûreté sans pareille. Jamais il ne soutint une thèse sans la faire triompher, et ses adversaires fuyaient son approche. Donc un redoutable disputeur. Alors, Carnéade va se faire connaître vers 155. Il va scandaliser les Romains lors d'une ambassade de philosophes qu'il mène à Rome pour le compte des Athéniens. Et il va scandaliser un certain nombre parce qu'à 2 jours d'intervalle, il va tenir 2 discours presque opposés sur la justice. Le premier discours loue la justice comme fondement de la vie civile, et le second va blâmer la faillibilité de la justice, selon les époques et les lieux. Et donc,
c'est une sorte d'exercice scolaire que fait Carnéade, de développer les arguments pour ou contre. Et ça montre que, à l'époque de cette nouvelle académie, c'est un exercice pratiqué dans le cadre de cette institution, c'est-à-dire on développe un sujet et ensuite on développe les arguments pour, et la même personne ensuite développe les arguments contre. Pro, contra, c'est des exercices qui sont repris au Moyen-Âge par les théologiens. Pro, c'est contra, oui, les arguments pro, mais aussi les arguments contre. Alors, qu'est-ce qui distingue Carnéade d'Arcésilas ? Carnéade, lui, il va nuancer le scepticisme d'Arcésilas dans le sens où il dit que toutes les opinions ne sont pas équivalentes et que certaines sont plus vraisemblables que d'autres. Certaines affirmations, certaines visions sont plus vraisemblables ou probables que d'autres. C'est pour ça qu'on dit qu'il va faire prendre une orientation probabiliste. Donc là, c'est plus le scepticisme radical d'Arcésilas, mais quand même, dans les différentes visions ou affirmations, il y en a certaines qui sont quand même plus vraisemblables, plus plausibles, plus probables que d'autres. Donc, tournant probabiliste à l'Académie. Et il va, quelque part, rendre hommage à son maître, stoïcien Chrysippe, même s'il le combat, en disant « Si Chrysippe n'avait pas existé, je ne serais rien ». Comme quoi on a toujours besoin d'un maître, même si c'est pour le combattre et critiquer ses idées. Donc la nouvelle académie va s'engager résolument sur la voie d'un probabilisme qui est, pour certains, assez proche en fait de l'épicurisme. Donc là, on va basculer un peu du côté des épicuriens, puisque Carnéade va écrire « Épicure nous fait savoir que, en toute chose, nous obtenons la fixité et la tranquillité, en expliquant toute chose par plusieurs hypothèses, toutes d'accord avec les phénomènes, sans rien rejeter de tout ce qui peut être dit sur eux de plausible. » Donc là, c'est comme s'il y avait donc un rapprochement avec la vision, cette fois, épicurienne. Qu'on peut dire tout sur tout, mais quand même, il y a des limites qui sont celles de la probabilité, de la plausibilité, et d'une certaine évidence de certaines choses. Donc Carnéade va dire, et là il va contredire Arcésilas, qu'on peut faire sienne une hypothèse à condition qu'elle ne contredise pas l'observation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une hypothèse, y compris une hypothèse métaphysique, abstraite, ne contredit pas l'observation, on peut la faire sienne. Si elle remplit cette condition, elle pourrait être sujette à une certaine forme d'assentiment. Et là, c'est drôle, mais on retrouve un concept stoïcien, l'assentiment. Les stoïciens disaient qu'une fois qu'on est arrivé à une représentation un peu moins erronée, donc un peu plus vraie, c'est une représentation à laquelle on peut donner son assentiment, c'est-à-dire vraiment la faire sienne. Donc, voilà, vous voyez, là c'est beaucoup plus nuancé, par rapport aux stoïciens, par rapport aux sceptiques, et on se rapproche un peu des tendances épicuriennes. On peut la faire sienne tant qu'elle ne présente pas de contradictions. De contradictions, c'est-à-dire si on fait une hypothèse et qu'on voit que l'observation la confirme, alors on peut considérer cette hypothèse comme plausible, valable, et lui donner donc son assentiment. Parce que chez les stoïciens, il y a vraiment une séparation entre sa vision des choses et ce à quoi on va donner son assentiment, c'est-à-dire on va penser que c'est vrai.
par rapport au dialogue, ça ne mène pas bien loin. Si on réfléchit au dialogue tel que nous l'avons conçu, considérer qu'il n'y a pas de contradiction, la base, c'est du sabre. Ah oui, si, parce que, par exemple, dans le dialogue, on peut tout à fait, à partir du moment où on demande des arguments, par exemple, en faveur de telle hypothèse, rien n'empêche, vous savez, un argument, ça peut être un exemple. Un argument, ça peut être un exemple, donc ça peut être une observation. Oui. Donc, le fait de chercher dans l'observation des choses qui confirment ces hypothèses, c'est pas quelque chose de complètement nouveau non plus. Simplement là, Carnéade met le projecteur dessus, hein, sur le fait qu'on peut quand même dire des choses et on peut faire des hypothèses et donner son assentiment à certaines hypothèses. Hein. Ça va quand même un petit peu contre le scepticisme radical, hein, d'Arcésilas. Et il met des exigences dans cette observation. Il lui donne un caractère universel. Oui, oui, ça c'est justement ce que dit un philosophe contemporain, Carlos Levi, qui dit « Aux ténèbres profondes d'Arcésilas, Carnéade a substitué un clair-obscur, plus propice au déploiement du doute, mais il a donné au doute une efficacité nouvelle. Quelque part, il l'a universalisé. C'est-à-dire qu'autant le doute est universalisé, autant la recherche de preuves ou d'observations se doit aussi d'être quelque part universalisée. Alors, la nouvelle académie, bon, là je passe assez vite sur Carnéade, ne s'éteint pas avec la disparition de Carnéade, puisqu'il y a encore un scolarque qui lui succède, mais qui est moins connu, qui s'appelle Clitomaque, qui va, lui, encore atténuer encore un peu plus le doute et le scepticisme de ses prédécesseurs. Clitomaque, C-L-I-T-O M-A-Q-E, moins connu que Carnéade. Le plus connu, c'est Carnéade. Il va atténuer le scepticisme et le doute radical de ses prédécesseurs. Bon, pour pas trop compliquer, je ne parlerai pas de Clitomaque. Pour passer donc à ceux qui vont suivre et qui vont donc, selon certains, fonder la 4e, puis la 5e académie, Philon de Larissa et Antiochus d'Ascalon, qui vont être, il faut le savoir, 2 maîtres essentiels de Cicéron. Non, l'un après l'autre. Donc la 4e académie, Philon de Larissa. Larissa, c'est le nom d'une ville, hein, qui se trouve en Thessalie. Ses dates à Philon, c'est 145-79 avant Jésus-Christ. On est toujours avant. Et il est le 12e scolarque de l'académie. Et il va être scolarque de 110 à 89 avant Jésus-Christ. Et il est l'avant-dernier scolarque de l'académie. Puisqu'après, les choses vont se gâter avec l'invasion romaine. En 86, il va fuir à Rome, où il continue à enseigner. Mais lui, il dirige l'académie, donc toujours à Athènes, de 110 à 89. Alors lui, Philon, qui va beaucoup marquer Cicéron, entre autres, il innove dans l'enseignement, nous dit-on, en professant la rhétorique le matin et le dialogue philosophique l'après-midi, alors que jusqu'à lui, dans l'académie, c'était des professeurs différents qui enseignaient la rhétorique et le dialogue. Lui, il fait les deux. Alors, c'est pas évident de connaître le cheminement de la pensée de Philon, parce que dans un premier temps, il maintient l'idée que rien n'est connaissable. Rien n'est connaissable. C'est-à-dire que là, il revient un peu au scepticisme d'Arcésilas.
Mais ensuite, il dit que, bon, on ne peut pas dire non plus que tout soit incertain. C'est subtil, hein. Donc, il va distinguer, c'est comme ça qu'il est connu aujourd'hui, il va distinguer l'incertain de l'inconnaissable. Et quelque part, par certains aspects, il va reprendre des éléments de Carnéade en disant que la sagesse implique d'avoir des opinions en ayant conscience que ce ne sont que des opinions plausibles. Donc toujours de rester assez prudent par rapport à ce que l'on pense ou ce que l'on croit savoir. Alors, quelles ont été réellement les innovations de Philon ? C'est pas évident à savoir. Elles sont probablement suffisamment importantes pour que l'on justifie le fait de dire qu'il a fondé la 4e académie. Parce que s'il avait été vraiment dans le droit fil de Carnéade ou de Clitomach à qui il succède, on n'aurait pas jugé, et les historiens n'auraient pas jugé utile de dire il y a... Donc, disons que c'est pas très simple parce que, et ça continue à faire un petit peu débat, Philon insiste sur l'unité de l'académie depuis Platon jusqu'à lui-même. Donc lui, il a probablement essayé de réintégrer quand même l'enseignement platonicien dans son enseignement, le fait de revenir aux sources. Donc il insiste sur l'unité du mouvement depuis ses débuts et d'abandonner quelque part la suspension de jugement. Donc là, c'est vraiment contre Arcésilas, contre le scepticisme radical, mais il faut faire preuve d'une nécessaire prudence et continuer à avoir une exigence de vérité. Et là, il va développer un concept un peu nouveau qui est celui d'évidence. Évidence, c'est-à-dire que là, le critère, c'est pas la conformité à l'observation comme Carnéade, c'est le fait qu'il y a certaines choses qui semblent évidentes et que si une chose semble évidente, il y a de fortes chances qu'elle soit vraie. Ou au moins qu'elle ait quand même un certain niveau, un certain degré de vérité. On va associer à Philon cette idée de dogmatisme négatif, c'est-à-dire de refuser des affirmations trop dogmatiques, mais quand même de dire que même si les choses sont insaisissables, même si la vérité est inaccessible, la notion de vérité en elle-même existe. Il y a une vérité, même si la raison humaine ne permet pas d'y accéder. Et donc là, il ouvre la voie à un argument qui va être largement repris après, à savoir qu'on ne remet pas en cause l'idée d'une transcendance, donc on ne remet pas en cause la vision platonicienne, mais on émet de plus en plus de réserves sur la possibilité d'y accéder. Donc, on n'est plus dans la suspension radicale du jugement, on ne peut rien dire, on ne peut rien connaître, on est de toute façon dans l'obscurité, comme dit l'autre, on quitte les ténèbres pour le clair-obscur, mais enfin ça reste quand même un clair-obscur avec Carnéade. Là on revient à des choses plus, disons, plus affirmées, dogmatisme négatif, c'est-à-dire oui, il peut y avoir un dogme, il peut y avoir la vision d'une transcendance, disons d'une échelle de vérité, même si, avec beaucoup de prudence, il faut reconnaître que notre raison étant limitée, on ne va pas pouvoir accéder au réel tel qu'il est. Mais on accepte l'idée que peut-être il y a une essence du réel et que ce n'est pas complètement dans la subjectivité de chacun. Et c'est des nuances, mais importantes. Donc, il va quand même accepter cette idée stoïcienne aussi de l'assentiment. Il y a des hypothèses ou des opinions
qui peuvent sembler évidentes, qui peuvent sembler largement plausibles, auxquelles on peut donner son assentiment. En fait, il y a aussi un adjectif qui peut s'appliquer à Philon, même s'il n'est pas forcément très clair, que j'ai trouvé parfois, c'est l'adjectif faillible. C'est-à-dire, ça c'est pour donner des adjectifs, hein, sceptique pour Arcésilas, probabiliste pour Carnéade, hein, pour Philon, faillibiliste, c'est-à-dire voilà, savoir que nos affirmations, nos jugements, nos assentiments sont toujours faillibles. D'où la prudence dont on doit faire preuve. Ça va ? Vous voyez, c'est quand même des réorientations, hein, toujours assez complexes. 5e académie, Antiochus d'Ascalon, qui succède à Philon, et lui, c'est le dernier scolarque de l'académie platonicienne. C'est le dernier Antiochus d'Ascalon. Ascalon, c'est une ville, c'est la ville d'où il vient, qui est en Palestine, qui est en Israël aujourd'hui. Non. Alors, Antiochus ou Antiochos, hein. Antiochus c'est le latinisé, Antiochos c'est grec. C'est le 13e dernier scolarque et il va rester seulement 3 ans, de 89 à 86. Puisqu'en 86, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les troupes de Sylla qui arrivent à Athènes et qui ferment et détruisent l'école. Nous sommes toujours avant Jésus-Christ. Toujours, oui, toujours. Donc il va être scolarque pendant 3 ans, 89 à 86 avant Jésus-Christ. Alors lui, nouvelle orientation qu'on va appeler éclectique ou syncrétique. Alors ça c'est encore autre chose. Éclectique, bon, ce qui va donner le terme éclectisme. Qu'est-ce que c'est éclectique ? Ça veut dire qu'on va alors, mélanger, pas forcément mélanger, c'est parce que c'est le terme un peu syncrétisme, aujourd'hui c'est un peu péjoratif, mais sur certains sujets, on va dire voilà, là, vraiment c'est Platon qui a raison. Par contre, sur ce sujet-là, Aristote il dit des choses qui sont pas mal. Et les sceptiques, et les stoïciens, et les épicuriens ont chacun leur mot à dire, mais sur des sujets différents. Alors, c'est acrobatique, hein. Mais il faut vraiment voir, et parce que ça on va le retrouver pendant plusieurs siècles, c'est une tendance qui va commencer à voir le jour. C'est-à-dire que de dire, parce qu'il y en a certains même qui vont très loin, ils disent oui, bon, finalement, les platoniciens, les aristotéliciens, les stoïciens, bon, ils sont plus proches qu'on ne le pense. Alors, c'est là une volonté, une sorte de consensus. Hein, alors, je ne sais pas s'il est mou, s'il est dur, mais disons, d'effacer un peu hein, les sources de conflits, hein, et, voilà, les ruptures. Et bon, bah, finalement, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des dangers. Voilà, l'invasion romaine. Donc, il y a des choses, il y a un héritage aussi à défendre face aux Romains, qui pour les Grecs de l'époque sont quand même des barbares. Et c'est vrai qu'au niveau philosophique, bon, les Romains, ils ne vont pas égaler les Grecs. Au niveau de la pensée, hein, eux c'est des superbes bâtisseurs, des constructeurs, ce que vous voulez, mais c'est une intelligence beaucoup plus concrète hein, que métaphysique. Les Grecs, par contre, ils adorent penser. La pensée, mais pour la pensée, hein, un monde intelligible. Donc,
c'est sûr que là, moi je l'explique aussi par le fait qu'il y a danger. L'école, l'académie va être fermée. La plupart des bâtiments vont être détruits. Donc il y a quand même voilà, des choses à sauver, des enseignements à sauver, et je crois que là c'est le moment où on va plus trop se quereller en interne pour savoir où est situé le beau, le bon, mais il y a un enjeu vraiment de survie des enseignements philosophiques, et donc c'est l'orientation que prend Antiochus, où il va donc enseigner jusqu'en 86, où il va se rapprocher des stoïciens, il va se rapprocher des épicuriens, se rapprocher des aristotéliciens, pour faire une sorte de corpus éclectique ou éclecticiste, parfois on dit, où chacun de ces courants va trouver quelque part sa place. Et ça va être repris plus tard, notamment par Proclus ou par Damascus, qui vont faire ressurgir encore une fois, mais plusieurs siècles plus tard, l'académie platonicienne, en réancrant l'académie qui va être recréée à ses origines, où il va y avoir des sortes de recherches, d'alliances entre la vision platonicienne, la vision aristotélicienne et la vision chrétienne. Puisque là, pour ceux qui vont venir au 3e ou 4e siècle ou 5e siècle de notre ère, il va y avoir en plus à intégrer la révélation chrétienne. Alors là, ça sera encore plus acrobatique, parce qu'il y a des choses encore plus opposées. Mais ça sera l'enjeu de ces philosophes. Alors, Antiochus aboutit à une sorte de syncrétisme ou d'éclectisme en cherchant un certain consensus entre les philosophes. Et selon Antiochus, les stoïciens sont d'accord avec les péripatéticiens, c'est-à-dire les stoïciens sont d'accord avec les aristotéliciens sur les choses, mais diffèrent dans les mots. Ce qui n'est absolument pas vrai, enfin disons. Mais il y a, je crois, vraiment une recherche assez volontaire de consensus dans une époque extrêmement troublée. Donc, l'académie originelle cesse en 86 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Antiochus parce qu'il a très peu de temps. Donc, les bâtiments de l'académie sont détruits par les troupes de Sylla, les écoles philosophiques sont fermées, donc ça c'est pas simplement l'académie, mais le lycée, le portique, toutes les écoles de philosophie sont fermées, Athènes devient romaine, et les membres de l'académie se dispersent. Alors là, il y a une grande dispersion, certains vont à Rome, Philon par exemple ira à Rome, et c'est là où il va rencontrer Cicéron. Donc certains vont à Rome, puisque c'est la nouvelle puissance, Rome. D'autres partent en Palestine, et d'autres iront encore plus loin. Et certains vont à Alexandrie. Donc c'est le début de diaspora des philosophes, toujours en Méditerranée, voire un tout petit peu plus loin vers l'Empire perse. Alors, si vous avez 5 minutes, pas plus, j'évoque à grands traits la suite, qui n'est pas dans le tableau, que je reprendrai un tout petit peu au tout début de la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle l'école néoplatonicienne d'Athènes. Parce qu'il va y avoir une école donc néoplatonicienne à Alexandrie, mais il y en a une qui va ressurgir de ses cendres à Athènes. Donc il faut toujours croire au phénix, qui renaît de ses cendres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'école néoplatonicienne d'Athènes? C'est en fait un courant à l'intérieur du vaste mouvement du néoplatonisme, c'est-à-dire là donc du platonisme revu et corrigé, qui va du milieu du IVe siècle de notre ère au milieu du VIe.
Donc 2 siècles de résurgence. Et comme le dit Hadot, c'est un courant qui réussit à se greffer sur l'antique académie de Platon, pourtant disparue sous Sylla en 86. Et dans cette école néoplatonicienne d'Athènes, il va y avoir plusieurs grands noms. Celui qui va la refonder, c'est Plutarque d'Athènes. Plutarque vers 400. C'est-à-dire, pourquoi on parle d'une refondation ? Parce qu'il va recréer une école avec des bâtiments. Parce que pendant toute cette période intermédiaire, de 86 avant Jésus-Christ jusqu'à 400, donc pratiquement 450 ans de sommeil, c'est la dispersion, c'est-à-dire les philosophes vont continuer à étudier, à enseigner, mais il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école. Donc c'est pas que ça cesse, mais il n'y a plus de lieu où on peut se réunir, étudier, etc. Et donc il faut attendre 400 pour qu'il y ait de nouveau un bâtiment, une école, grâce à Plutarque d'Athènes. Et l'école va atteindre son apogée de 438 à 485, donc à peu près pendant 50 ans, grâce à quelqu'un qui va faire une synthèse extraordinaire et en même temps revenir aux sources de l'enseignement platonicien, qui est Proclus. Proclos, Proclos, ou latinisé Proclus, P-R-O-C-L-U-S, et son disciple, qui va être, alors là cette fois le dernier scolar qu'on appelle à l'époque les diadoques, c'est-à-dire les successeurs de Platon, Damascus. Et entre Proclus et Damascus, on va avoir, mais surtout Proclus, qui est le grand théoricien en fait du néoplatonisme, il va écrire sa théologie platonicienne. Vous voyez, c'est drôle comme nom, théologie platonicienne, puisque le christianisme est en plein essor, donc il faut aussi intégrer ces éléments. Et il va faire des commentaires de dialogue platonicien. Là, il revient à Platon. Donc Proclus, je crois qu'on l'avait étudié l'année dernière, ou il y a 2 ans, Proclus et Damascus. Et Proclus va écrire, il va vivre aussi très vieux, il va enseigner pendant longtemps, il va écrire beaucoup de commentaires, de dialogues de Platon, dont un dont on reconnaît encore aujourd'hui que c'est le meilleur commentaire du dialogue, qui s'appelle le Parménide, qui est le dialogue le plus compliqué de Platon, puisqu'il est sur les nombres. Alors là, on va l'étudier bientôt. Là, il faudra prendre un peu de vitamine avant, parce que là, c'est l'un, le 2, c'est d'une abstraction totale. Et Proclus, qui était un esprit d'une très très grande finesse, va écrire le commentaire du Parménide pour essayer de faire comprendre quelque chose à ce dialogue platonicien, qui est un dialogue plus métaphysique. Donc il va écrire des commentaires sur la plupart des dialogues de Platon, et donc c'est un grand nom, Proclus. Et quand il mourra, c'est Damascus qui va prendre la suite. Damascus, qui lui est le dernier diadoque. Il le devient en 520 et ça va durer jusqu'en 529, 9 ans, puisque là, en 529, c'est l'édit de l'empereur Justinien qui, pour asseoir son empire physique et philosophique, ordonne de fermer tous les établissements de philosophie, en même temps tous les établissements juifs, païens, ariens, vraiment. Justinien, 529, et donc là, cette fois, c'est la fin définitive, entre guillemets, puisque ça va quand même ressurgir à Florence, mais pour l'Antiquité, c'est 529, la fin de l'école qu'on peut appeler l'académie, encore l'académie platonicienne, même si elle a subi évidemment beaucoup de transformations. C'est l'académie néo-platonicienne, mais quand même, grâce à Proclus surtout,
ce réancrage dans la tradition de Platon. Et en 529, eh bien, ils sont plusieurs, de nouveau, à se disperser. Et ce qui est très important, c'est que là, ils vont partir vers l'Est. Et plusieurs de ces philosophes, dont Damascus et ses principaux collaborateurs, vont partir vers un lieu qui s'appelle Harran, en Mésopotamie, dans l'Empire perse. Ils vont demander la protection du roi sassanide, et c'est ça qui va faire le lien avec la philosophie de l'islam. Damascus. Et c'est ça qui va faire le lien avec tous les courants néo-platoniciens de l'islam. Puisque ces gens, bon, il n'y a plus d'école, mais ils vont continuer à transmettre, à écrire, à enseigner de manière un peu dispersée, mais ça va faire connaître cette philosophie dans ce monde du Moyen-Orient qui va, et le monde de certains philosophes de l'islam vont s'incorporer cette vision néoplatonicienne. C'est pour ça que quand on parle ensuite des platoniciens de l'islam, en fait ce sont des néoplatoniciens, c'est-à-dire beaucoup plus éclectiques, plus dans le sens de Philon, d'Antiochus, que des platoniciens purs et durs. Et ça va être un des grands courants de la philosophie de l'islam. Pas seulement le soufisme, parce qu'en fait ces philosophes, bon, il y a Al-Kindi, Al-Farabi, et puis plus tard Avicenne, Ibn Arabi, enfin les grands noms de la philosophie de l'islam. Donc vous voyez quoi cette dispersion va ensuite créer un lien avec le développement de la philosophie de l'islam. Ça va ? Bon voilà, comme ça, on a fini en 529, donc vous voyez les dates, c'est pour ça qu'on dit parfois 387 avant Jésus-Christ jusqu'en 529. Donc ça c'est vraiment les deux limites. Simplement il faut savoir qu'à l'intérieur de cette durée, il y a quand même à peu près 450 ans où il n'y a plus d'école. Les philosophes restent, mais il n'y a plus de lieu géographique à Athènes. L'école est finie. Et l'école est finie. Voilà. Bonne semaine. L'école est finie et on brûle les cahiers. On brûle tout, c'est ça.